Merci, merci à tous, merci aux membres de toute la présence. Donc je remercie également la STMRA de m'avoir donné l'occasion de parler des explorations fonctionnelles respiratoires. Donc j'ai pris la liberté de changer un tout petit peu l'intitulé puisqu'on me propose de présenter les explorations fonctionnelles respiratoires. Donc voilà, donc je limiterai en disant qu'on parlera aujourd'hui des explorations entre les anciennes et les nouvelles recommandations. Alors, quand on s'intéresse aux explorations fonctionnelles respiratoires, nous avons un souci permanent pour s'assurer que les mesures sont correctement effectuées, de la qualité du matériel, de la calibration, de la technique. Une fois que c'est fait, il y a deux questions qui se posent tout le temps. Comment choisir la valeur théorique pour pouvoir la comparer à un résultat obtenu? Et la deuxième, comment définir les limites de la normale? Alors, dans le temps, nous, on avait consenti avant à utiliser l'une de ces deux équations. Alors, elles sont toutes les deux mauvaises. Pourquoi? Parce qu'elles ont été réalisées dans une population qui ne nous ressemble pas. Donc, les CEGA, c'était extrait à partir des données d'ouvriers qui travaillaient dans la communauté européenne du charbon et de l'acier. C'était des ouvriers en très bonne santé, assez bien sélectionnés, et pour faire l'équivalent féminin, on prenait leur épouse. Donc là, vous comprenez qu'il y a un biais extraordinaire de sélection. Les deuxièmes équations de référence, ce sont des références américaines, elles sont moins mauvaises, mais elles sont tout aussi mauvaises pour nous. Alors, en fait, cette ambiguïté, elle a duré longtemps, jusqu'à l'arrivée des GEDI en 2012. Donc c'est une étude qui a mis fin à cette ambiguïté et cette extrapolation qui était la règle à l'époque. C'est une étude qui était multi-ethnique, elle a intéressé un grand nombre de pays, d'ethnies, et ça a balayé un large espace, donc entre 3 et 95 ans. Donc des références assez bien étendues par rapport à l'âge. Donc ça fait 10 ans déjà, mais malgré toutes les fortes recommandations insistantes, ils ne sont pas massivement utilisés en Tunisie, et pas qu'en Tunisie, dans plusieurs pays, même en Europe. Donc essayons de refaire connaissance avec le GEDI avant de le réadopter. C'est quoi le GEDI? Le GEDI, c'est le Global Lung Initiative. C'est un groupe qui a été formé dans les années 2000, qui a acquis le statut de task force en 2010 et qui avait pour mission de colliger les données de sujets sains partout dans le monde et établir des équations de référence et bien sûr s'aider de constructions mathématiques pour pouvoir établir les limites de la normalité. Alors ce que vous avez ici, c'est la photo du noyau dur du GEDI qui s'est élargi avec d'autres spécialités, des méthodologistes, mathématiciens, physiologistes, etc. Donc voilà, le GEDI a inclus plusieurs pays dans le monde. Là, vous avez la liste de tous les pays ayant participé dans cette étude. Et donc, ce qui est bien pour nous, c'est que notre identité tunisienne est ancrée dans le GEDI, puisque nous avons participé, donc la Tunisie a participé, et en particulier l'équipe de Sousse a participé en donnant les données de 870 Tunisiens. Donc, il y a de l'ADN donc du GEDI, de l'ADN tunisien donc du GEDI. Donc on peut les utiliser en toute sécurité en sachant que ça représente très très bien notre identité tunisienne. L'Algérie aussi, donc elle a participé avec 273 et là aussi appuyé l'identité du nord, du Maghreb du Nord pour avoir des équations qui représentent parfaitement bien nos patients. Donc le succès du GEDI de 2012, donc comme on dit, l'appétit vient en mangeant, a fait travailler encore le groupe Task Force et ils ont produit un autre GEDI en 2017 qui concerne les équations de référence de la diffusion du CO. C'est une étude intéressante. Ce qu'on reprocherait à cette étude, c'est que la représentativité est pas multiethnique puisque 85% des patients sont d'origine caucasienne. Après, on a eu les GEDI de 2021. Les GEDI de 2021, c'est les normes de référence des volumes non mobilisables, plétismographiques,
Et donc, ça a intéressé plusieurs pays. Et donc là, on avance encore. Donc la Tunisie est à l'honneur puisqu'elle a participé avec 615 sujets simples. Donc, ce qu'on peut reprocher aussi également aux normes du GEDI l'étissement graphique, c'est qu'il y a une faible représentativité de la tranche d'âge entre 18 et 38 ans. Mais les GEDI, c'est des équations qui sont ouvertes, elles sont des équations dynamiques qu'on pourrait très vite arranger. Donc là, vous avez la liste des équations de référence qui sont consultables en ligne comme sur des articles. C'est très facile à faire et à installer dans les machines des explorations fonctionnelles. Maintenant, quelles sont les limites de la normalité? Comment définir la normalité? Alors, il y a deux façons de faire. Soit on choisit la limite aléatoire de 80% qui est malheureusement encore en usage, qui n'a aucun fondement scientifique, qu'il faudrait complètement oublier, qui induit à des diagnostics abusifs et des traitements indus, ou, comme recommandé par le GEDI, utiliser la différence entre la valeur prédite et 1,64 fois l'écart type résiduel. Donc, tout ça, on va essayer de l'expliquer, on va essayer de démystifier cette notion. Donc, si on regarde l'image de gauche, vous avez la distribution de la population saine, c'est une répartition non gaussienne. Et le génie et la force du GEDI, c'est que grâce à des constructions mathématiques complexes et complexées, on a pu avoir une distribution, une répartition gaussienne en utilisant ce z-score. Ce z-score est magnifique. Pourquoi? Parce qu'il a permis de lisser cette courbe et d'en faire une courbe gaussienne. Et si on a une courbe gaussienne, c'est très facile de faire énormément de pratiques et de constructions là-dessus. Donc on peut faire l'axe qui constitue la moyenne, qui constitue la valeur théorique de spirométrique et qui correspondrait, la projection c'est le point zéro sur le z-score, et puis une limite qui est à moins 1,64, c'est-à-dire tous les z-scores qui sont inférieurs à moins 1,64 seront déclarés comme étant inférieurs à la limite inférieure de la normale, en prenant un risque mesuré de se tromper de l'ordre de 5%, ce qui est tout à fait acceptable. Évidemment, on ne va pas faire une courbe de Gauss devant chaque paramètre spirométrique, donc on va extraire simplement la base de cette courbe, et c'est ce qu'on appelle un pictogramme. Et donc le pictogramme constitue l'évolution du z-score par rapport à la valeur mesurée. Donc, si par exemple on a une valeur mesurée, si on a une valeur mesurée, on va la projeter sur le pictogramme et on va mesurer son éloignement par rapport au point zéro. Donc, si elle dépasse les limites inférieures de la normale, on dira que c'est une valeur qui est inférieure à la limite inférieure de la normale. Et c'est ce qui est recommandé encore et adopté par l'ATS en 2017, puisqu'il y a un rapport type. Donc, c'est ce qu'il faudrait présenter quand on fait des explorations fonctionnelles respiratoires et quand on élabore un rapport. Donc il faudrait avoir aussi bien les valeurs, les valeurs en théorie, les valeurs mesurées, les limites inférieures de la normale, le z-score et leur pictogramme correspondant. Alors maintenant, il y a d'autres nouveautés, des nouveautés beaucoup plus nouvelles. C'est les nouveautés qui sont apparues avec l'ERS 2022, c'est tout récent. Ça concerne le déficit ventilatoire obstructif. Alors, si on voit un peu les différentes sociétés, il y a beaucoup de tergiversations. Voilà, j'y arrive. Donc, il y a beaucoup de sociétés qui émettent énormément de définitions. Donc, on va voir du VMS sur la capacité vitale lente, on va voir du VMS sur la capacité vitale forcée, on va voir du VMS sur la capacité vitale maximale, on va voir le VMS sur VMS 6, bref, il y a beaucoup de définitions, et pour les limites, c'est encore plus ambigu. Alors, l'ERS 2022 a donné son dernier mot, et là, la définition, en compilant toutes les données de ces 20 dernières années, on a une définition qui dit que le VMS sur CVF, et non pas CVL, quand il est inférieur à la limite inférieure de la normale ou un z-score inférieur à 1,64, c'est un trouble ventilatoire obstructif proximal. C'est la définition et il faudrait l'adopter.
Alors, le GOLD. Le GOLD, là, en 2023, il persiste et signe encore. Il est toujours adepte des limites fixes. Donc, la limite n'a pas changé, malheureusement, je suis un peu déçue. Je pensais que ça allait changer. Donc, en 2023, le GOLD définit la BPCO comme étant un rapport inférieur à 0,7. Toujours des limites fixes, malheureusement. Je ne sais pas s'il mérite sa place de GOLD dans le podium. Une autre nouveauté par rapport aux petites voies respiratoires, en fait, la nouveauté, c'est qu'ils ne sont plus aussi importants. Ils sont très peu reproductibles, ils sont variables, ils sont non spécifiques. Il vaut mieux les apprécier en regardant la courbe des bivolumes qu'en cherchant dans les chiffres. Et donc, il y a d'autres moyens peut-être plus intéressants qui sont à l'étude et qui pourraient aussi renseigner sur l'état des voies aériennes distales. Une autre nouveauté concerne le degré de sévérité. En fait, le degré de sévérité, on a l'habitude de le classer en 5 stades, mais sauf que si on voit ici, en faisant varier les caractéristiques anthropométriques de quelqu'un, on va voir qu'il y a un décalage entre les pourcentages. Ce n'est pas admissible. Donc là, les nouvelles recommandations recommandent de suivre, donc de classer les patients en fonction de 3 stades de sévérité, très simplifiés. Quand c'est inférieur à -4 en Z-score, c'est sévère. Entre -2,5 et -4, c'est modéré. Et entre -1,65 et -2,5, c'est léger. Donc, une autre nouveauté concerne la réversibilité. Alors, la réversibilité, là aussi, il y a une pléthore de définitions. Donc, en fait, il y a énormément de définitions. Celle qui était en vigueur, c'est celle de 1991, celle de l'ATS, donc 200 ml plus 12% par rapport à la valeur initiale. Et ça concerne le VMS ou la CVF. Alors, toutes ces études, malheureusement, justement, toutes ces études ont été réalisées dans des populations obstructives. C'est des registres obstructifs. Donc les seuils annoncés et qu'on utilisait ne reflètent pas le spectre de réactivité normale dans une population générale en bonne santé. Donc ce qu'a fait en fait l'ERS, c'est s'appuyer sur ces 2 études qui ont été faites chez des sujets sains. Donc 3922 sujets sains. Et ce qui sort de cette étude-là, c'est que dans la population saine, on a un rapport, une réactivité de l'ordre de 10% en VMS prédit ou de 9,6% en CVF prédit. Donc là, la nouvelle définition de la réversibilité, c'est de considérer une valeur supérieure à 10% par rapport à la valeur prédite en VMS ou en CVF. C'est une réponse positive. Et donc, bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est qu'on ne peut pas considérer ce seuil si on n'utilise pas les GI. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur les 10% et utiliser les valeurs prédites avec les anciennes recommandations. On a 2 nouveaux volets aussi avec l'ERS. Il nous ramène 2 nouveautés. La première nouveauté, c'est le score de changement qui comporte un score adapté à l'adulte, c'est le VMSQ, c'est un nouveau-né, et un score de changement chez l'enfant et l'adolescent. Alors en fait, c'est un nouveau-né, mais c'est une vieille notion, parce qu'on sait que la fonction respiratoire, elle décline à travers le temps. Donc c'est pas un scoop. Le déclin fonctionnel respiratoire, c'est un continuum. On perd à peu près 30 ml, plus ou moins 10 ml par an, pardon. Et Charles Fletcher, on a parlé en 1977, en traçant une courbe de déclin chez les sujets non-fumeurs. Et donc là, intuitivement, quand on regarde la courbe de Fletcher, on comprend très très bien que on serait idéalement mieux renseigné si on regarde plutôt une série de mesures qu'une seule mesure isolée de la fonction pulmonaire. Donc, on peut déterminer si le déclin est exagérément important, et ceci quel que soit le niveau de la fonction respiratoire initiale. Ce taux, il est mesurable et il a une valeur pronostique très importante. Alors, comment mesurer ce score, le VMSQ ? Donc, le VMSQ, je rappelle qu'il prédit la survie, les exacerbations de la BPCO. Donc, on le mesure comment ? Pour le VMSQ, pour les femmes, c'est VMS sur
0,4 et pour les hommes, c'est VMS sur 0,5. Et je rappelle, pour les plus curieux, que 0,4 et 0,5 représentent les valeurs spécifiques du sexe au premier centile des valeurs absolues du VMS. Alors, le VMSQ, il est indépendant d'une équation de référence. C'est un quotient qui est fait par des chiffres simples, donc il n'y a pas d'unité. Donc, il est très utile chez les personnes âgées où il y a plus d'incertitude dans les valeurs prédites. On sait que les valeurs prédites aux âges extrêmes peuvent poser quelques questions par rapport aux valeurs prédites à la rentabilité. Parce que les âges extrêmes, c'est les gens les plus forts et qui ont une santé meilleure que les autres, qui survivent plus longtemps. Donc les équations de référence posent quelques problèmes dans les âges extrêmes. Alors les pertes attendues de ce score, c'est une unité tous les 18 ans chez les adultes sains, une unité tous les 10 ans chez les tabagiques et les sujets âgés. Un VMSQ est à haut risque de mortalité s'il est proche de 1, et puis il doit rester stable annuellement, il faut tout le temps regarder le VMSQ. Il peut aussi indiquer une baisse précipitée de la fonction pulmonaire. Donc, l'enfant, on n'oublie pas non plus. Donc, il y a aussi un score de changement chez l'enfant, donc l'enfant jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, c'est le Z-score mesuré au deuxième temps, moins R fois le Z-score du VMS mesuré au temps 1, temps initial, fois racine de 1 moins R2. Donc, vous avez toute l'équation devant vous. En fait, c'est l'équivalent d'une courbe de croissance, parce qu'un enfant, ça grandit. Sa fonction respiratoire grandit avec lui, et des fois, on n'est pas sûr qu'il grandit assez ou il grandit pas assez. Ça, on ne le saura jamais. On sait que ça évolue, mais donc, en fait, si on a une valeur qui puisse nous renseigner sur la vitesse de sa croissance, ça nous rendrait un meilleur service par rapport à l'évaluation de sa fonction respiratoire. Et donc, un score de changement chez l'enfant, quand il est entre moins 1,96 et plus 1,96, notre enfant grandit bien et sa fonction respiratoire grandit bien. Voilà, je conclue. Donc, il y a de nouvelles normes qu'il faut absolument respecter. Donc, c'est un appel pour qu'on adopte tous les nouvelles normes spirométriques, plétismographiques, et pour ceux qui font la DLCO, donc les nouvelles normes de la DLCO aussi. Il faut rompre définitivement avec les valeurs fixes et se baser sur les limites inférieures de la normale et les Z-scores pour juger de l'état fonctionnel respiratoire. Le RS en 2022 a apporté une nouvelle réversibilité, et donc cette réversibilité, on ne pourra la pratiquer que si on utilise préalablement les valeurs, les équations de référence du GEDI. La tendance, donc on voit tous que la tendance en gradation de sévérité, c'est vraiment quitter les pourcentages et adopter des scores. Et enfin, je terminerai par une petite réflexion, c'est que tout ce qu'on voit, toutes les constructions mathématiques qu'on est en train d'étudier, que ce soit en limite inférieure, que ce soit en Z-score, renseignent sur une probabilité clinique au-dessous de laquelle un patient pourrait avoir une anomalie spirométrique. Et donc, c'est une probabilité, et bien sûr, la clinique reste suprême en ça. Merci. Merci beaucoup pour cet excellent exposé. Vous voyez que dans les EFR, finalement, les choses bougent. Et nous, on doit bouger avec nos appareils pour avoir ces normes. Il ne faut pas rester avec les anciennes normes. Et il y a eu quand même un certain nombre de choses qui ont changé. Moi j'ai deux toutes petites remarques. La première, en fait, concernant le fait que le gold n'a pas changé. Et il explique pourquoi. Il explique pourquoi, parce que finalement, le rapport VMS sur la capacité vitale, on sait très bien qu'il diminue avec l'âge. Si vous prenez un enfant qui a 5 ans, il a une valeur qui est supérieure à 85%. Et chez une personne très âgée, elle va être plus faible. Alors, étant donné que la BPCO s'adresse à des sujets qui ont plus que 40-50 ans, dans cette tranche d'âge, la limite finalement de 70%, elle peut être acceptable parce qu'on est dans la partie où le rapport, s'il est inférieur à 70%,
il est probable que ce soit en rapport avec une obstruction. Mais la vraie raison, c'est que si on va s'amuser à changer ce rapport, à ce moment-là, le GOLD ne pourra plus finalement utiliser toutes les études qui ont été faites avant et qui se sont basées sur cette valeur. Il va falloir évidemment revenir sur toutes les études et puis évidemment exclure tous les patients qui ont été considérés actuellement pour expliquer la physiopathologie de PCO. On s'intéresse beaucoup à la valeur des volumes et des débits respiratoires chez l'enfant. On sait qu'il y a des enfants qui, depuis leur jeune âge, ils ont des valeurs qui sont relativement faibles, alors que d'autres, ils ont des valeurs plus importantes. Alors, vous voyez que si vous prenez une personne qui avait une valeur, par exemple, à 120%, on a bien vu que c'est une courbe de Gauss. D'accord? Si moi, j'avais chez un sujet et de les comparer avec les valeurs anciennes, ça peut être plus intéressant que de se fier à des normes qui ont été faites pas chez le même individu. Mais il est évident qu'il faut bien respecter, donc il faut voir la limite inférieure de la normale. Voilà, étant donné que j'ai le micro, j'ai bien profité. Est-ce que vous avez des questions? Avant de passer la parole à Sihal, qui doit avoir sûrement des choses à dire. Bernard. Merci, je vais jouer Candide parce qu'il y a des Z, des Q, je n'ai pas bien compris. Que veut dire Z dans Z-score? Est-ce qu'il y a une notion donnée? Est-ce que la lettre a été choisie pour quelque chose? Et le VMSQ, Q pourquoi? Ensuite, le chiffre 64, comment il est calculé? On est quasiment proche de la suite de Fibonacci qui est 1,66. Alors, d'où sort 64? Quelle est la mode de calcul exactement? D'accord, merci. En fait, le Z-score, c'est un outil statistique. Donc c'est comme dire écart-type ou c'est un outil statistique. Et le Z-score, c'est un outil statistique qui n'a pas d'unité. Donc c'est une construction mathématique, si vous voulez, et qui se base sur la courbe de Gauss pour en fait limiter la limite inférieure de LLN. Les LLN, c'est exactement moins 1,64. Donc si je peux revenir là, c'est tout au début, oui. Alors, vous n'étiez pas là, hein. C'est arrivé un peu tard. D'accord, ok, c'est moi alors. Donc voilà, le Z-score. En fait, le Z-score, c'est ça, voilà. Hop, hop, hop. Ben, il s'appelle Z. Moi, je m'appelle Z. Je ne vais pas poser des questions. Non, lui, mais c'est un Z, il s'appelle comme ça, c'est comme les chiffres N, l'ensemble, je sais pas. Donc, voilà, il faut poser la question à Pythagore, ou je sais pas qui, pas moi. Donc, pourquoi Z? Parce qu'il s'appelle comme ça, c'est un Z-score. Donc, en fait, le Z-score, c'est simplement une sorte de lissage. Donc il a fait, ça c'est la répartition, la distribution de la population. Donc c'est une répartition qui n'est pas gaussienne. Et sur ça, on peut pas, c'est pas une courbe intuitive qui peut nous faire travailler. On ne peut pas avoir des conclusions par rapport à ça. Et donc en fait, quand il en a fait un Z-score, c'est en fait, je vous dis, c'est un outil mathématique. Il a pu lisser la courbe. Et à partir de là, on peut faire plein de choses. S'il y a une courbe de Gauss, donc vous savez qu'une courbe de Gauss, on peut placer toutes les valeurs normales en dessous de la cloche, on peut avoir un axe, et l'axe, cet axe-là, la projection de toutes les valeurs sur cet axe-là correspond au point zéro. Et donc, en fait, quand il y a un risque enfin, quand on est à la limite inférieure de la normale, on est à moins 1,64, c'est une distance. Ça, c'est la limite inférieure de la normale, et de l'autre côté, c'est la limite supérieure de la normale. Tout simplement. Avec un risque d'erreur de 5%. Donc c'est mathématique. Et là, on prend le pictogramme et on fait notre curseur, on place notre curseur en fonction de l'éloignement de cette valeur par rapport à la valeur théorique qui correspond au point 0.
Là. Puisque je suis membre du GLI, puisque j'ai à toutes les étapes d'élaboration des normes GLI et GLI évolue progressivement, donc les Z-scores, on s'est inspiré des pédiatres. C'est les pédiatres qui ont utilisé pour la première fois la notion du Z-score en tomographie cardiaque. Alors, le Z-score, la formule, il y a 4 paramètres. Regarde la formule. Il y a le coefficient de variation, ce qu'on appelle le Y. Il y a la moyenne, et on passe la nouvelle technique, la nouvelle méthode, je l'appelle LLS. L pour lambda, mu et pour S pour déviation standard. C'est un modèle très compliqué. On s'est aidé par des statisticiens de très haut niveau. Et le Z, c'est une manière, comme je viens de dire, c'est pour l'histoire. Et encore pour expliquer les Z-scores, tout simplement, parce qu'on a moins 2 déviations standard, cette valeur de moins 2 déviations standard correspond tout simplement aux Z-scores, c'est-à-dire moins 2 c'est calme. La valeur de moins 2 c'est calme. Ça correspond à un Z-score moins 0,64. Moins 2 c'est calcul, ça correspond seulement à moins 0,64. Juste, moi, j'ai 2 réflexions. Une d'origine ethnique. Dans le GLI 2021, dans le titre, on parle de population d'origine européenne. Alors qu'il y a des données tunisiennes qui ont été traitées. C'est très gênant. Ce qui m'a amené à écrire une lettre à l'Européenne Hospitalière de New York, qui a été publiée pour dire que nous, les Tunisiens, on n'a pas une origine européenne. En fait, pourquoi? Parce que dans le premier titre, c'était des Caucasiens. Et actuellement, le terme caucasien, ce terme n'est plus utilisé. Il n'est plus recommandé d'utiliser les termes caucasiens. Il faut utiliser une personne de couleur blanche. Deuxième point plus important, il faut être très vigilant. L'application d'une nouvelle façon d'interpréter la spirométrie pose un gros problème, surtout devant la situation suivante. Et nous, ça va me dire qu'est-ce qu'elle pense. Quand vous avez un rapport VMS-CVF, les Z-scores inférieurs moins 1, 6, 4, 5, il y a une obstruction. Mais quand vous avez un VMS normal, on ne peut pas le placer. Donc l'ERS ATS a beaucoup discuté ce point, mais ils n'étaient pas convaincus. Alors la question qui se pose, vous avez un rapport bas, le Z-score est diminué, et vous avez un VMS normal. Comment placer cette obstruction blanche? Oui, j'en ai pas parlé en fait, pour ne pas trop rallonger la discussion, mais j'ai 2 plaques sur ça. J'ai 2 slides sur ça. En fait, il y a deux choses, c'est pour répondre à votre question, c'est les troubles non spécifiques et en fait la croissance dysynaptique du poumon, parce que dans certains cas, chez certains patients, il y a une discordance entre la croissance des bronches et la croissance de la cage. Donc c'est comme un petit tube qui ventile un grand espace aérien. Donc là, quand on passe au rapport VMS sur CVF, on trouve une obstruction, mais ça peut être une variante normale. Ça peut être aussi une évolution plus tard, il faut les suivre ces patients, ça peut aussi être une évolution plus tard vers un trouble ventilatoire obstructif. Mais généralement, on les trouve chez les sujets de sexe masculin, et généralement, c'est encore les jeunes qui n'ont pas peut-être atteint toute leur croissance pulmonaire. C'est ce qu'on appelle la croissance dysynaptique. Et dans le même sens, on est actuellement sur le GOLD, on parle en fait des patients qui ont de l'emphysème, ils ont des bulles d'emphysème, et pourtant à la spirométrie, ils n'ont pas d'obstruction. On les appelle des pré-DPCO, donc c'est vrai que ça nous arrive des fois d'avoir un malade qui a de la maladie fait sur le plan clinique, mais pas sur le plan fonctionnel. Un tout petit mot sur le 1,64. Vous voyez, c'est-à-dire la moyenne moins 1,64, c'est-à-dire qu'on va prendre le risque, c'est un risque d'erreur de en fait 5% à gauche, 5% à droite. Si le patient a à la limite 130%, c'est à la limite tant mieux pour lui. Donc si on prend le risque de 5%, c'est-à-dire lorsqu'on se base sur cette limite-là, il y a en fait 5% de gens chez qui on va dire vous avez une obstruction, alors qu'eux ils n'ont pas. Ça c'est le risque si on prend cet intervalle. Si on veut élargir, on va à ce moment-là avoir moins de risques. Mais le 1,64 c'est pour avoir finalement 5% de côté et 5% de l'autre.